Imaginez, vous prenez l'avion pour aller rejoindre un membre de la famille pour passer les fêtes de Noël ensemble, sauf qu'au lieu de vous retrouver autour d'une table à déballer des cadeaux, vous êtes en train de survivre dans la jungle amazonienne après un crash de votre avion. C'est ce qui est arrivé à Julian Kopec. Hello mes petits sunshine, tout d'abord bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et quoi de mieux pour commencer 2026 qu'en vous racontant une petite histoire de survie absolument miraculeuse. Certains éléments dans la vidéo pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes, je préfère faire un petit disclaimer au cas où même si ça va rester quand même assez soft. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos ou vous aimez ce type de contenu, à partager, liker, commenter, vous connaissez un petit peu la chanson, ça fait toujours plaisir. J'ai également créé un compte Instagram spécialement dédié à cette chaîne YouTube, donc surtout, n'hésitez pas à me rejoindre dessus, à vous abonner, on va partager de bons moments ensemble, ça va être génial. Bon, trêve de blabla, passons au vif du sujet. Aujourd'hui, on va se pencher ensemble sur une histoire de survie absolument incroyable d'une adolescente qui a passé plus d'une dizaine de jours dans la jungle amazonienne. Le 24 décembre 1971, Julian Kopec, âgé de 17 ans, et sa mère sont dans l'aéroport de Lima au Pérou pour prendre le petit avion de ligne Lanza 508. Elles se rendent toutes les deux à Pulcapa pour passer les fêtes de Noël avec le père de Julian. D'ailleurs, l'aéroport à ce moment-là est totalement blindé parce que c'est pas les seuls qui prennent l'avion pour aller rejoindre un membre de leur famille. Mais ce réveillon de Noël a totalement viré au drame. Bon, déjà pour commencer, le vol il y a du retard, mais ça inquiète pas trop parce que c'est assez commun au Pérou. Donc pour Julian et sa mère, c'est totalement normal. D'ailleurs, l'adolescente aperçoit l'avion sur la piste. C'est un Electra turbopropulseur qui a l'air en parfait état, en tout cas à vue d'œil. Donc une fois embarqué avec 90 autres passagers, Julian et sa mère s'installent à l'avant-dernier rang de l'avion et Julian prend le côté hublot tout simplement parce qu'elle aime bien regarder à l'extérieur. Donc ça y est, l'avion décolle enfin et c'est parti pour à peu près 1 heure de voyage. Et pendant les 30 premières minutes, tout se passe bien. Jusqu'au moment où l'avion se fait prendre dans un orage. Julian commence à trouver que quelque chose cloche quand les membres d'équipage distribuent des sandwichs alors qu'ils sont censés atterrir dans à peu près 20 minutes. Les nuages sont devenus très épais. J'étais habituée à prendre l'avion, donc j'ai jamais fait trop attention aux conditions météorologiques. Ensuite, ma mère s'est mise à devenir nerveuse. Elle a dit je n'aime pas ça. Les nuages devenaient de plus en plus sombres, il y avait beaucoup de turbulences. Puis en quelques instants, l'avion s'est retrouvé au beau milieu d'un nuage énorme, noir, près d'une véritable tempête, du vent partout, du tonnerre, des éclairs. Donc les passagers, ils sont très calmes, mais ils ont pas l'air hyper rassurés. La mère de Julian, elle n'est pas nerveuse, mais elle semble quand même assez préoccupée. À l'extérieur, il fait quand même super sombre et les éclairs aveuglent du coup Julian. J'ai vu une très vive lumière sur l'aile droite de l'appareil et ma mère a dit « cette fois c'est terminé ». À ce moment-là, le moteur de l'avion vient tout juste d'être frappé par la foudre. Il faut savoir que ces avions à turbopropulseur, ils sont pas vraiment conçus pour supporter ce genre de turbulence parce que les ailes sont beaucoup trop rigides. Donc l'éclair n'a pas fait exploser l'avion, mais l'a disloqué. Toujours attaché à son siège, Julian est propulsé hors de la cabine et commence à faire une chute libre de plus de 3000 mètres d'altitude. Il y a une chose dont je me souviens. J'ai entendu un énorme bruit provenant du moteur, puis les gens qui hurlaient, et ensuite c'est la chute. L'avion est tombé extrêmement vite. Après ça, tout était calme. Incroyablement calme même, comparé au fracas juste avant. J'entendais seulement le bruit du vent qui soufflait dans mes oreilles. Ma mère et l'homme qui était assis du côté de l'aile avaient tous les deux été propulsés. J'étais en pleine chute libre, je m'en souviens très bien. Je voyais les arbres de la forêt en dessous qui ressemblaient à des brocolis. Et comme j'ai pu le décrire plus tard, ensuite j'ai perdu connaissance. Donc le 24 décembre 1971, aux alentours de 13h30, le vol Lanza 508 disparaît des radars. Il s'écrase en pleine forêt tropicale péruvienne située dans le district de Puerto Inca. Cette jungle, c'est loin d'être la plus safe parce qu'elle regorge de migales, de serpents, grenouilles venimeuses et d'autres bêtes bien flippantes. C'est que le lendemain matin, vers 9h, que Julian se réveille enfin. Autour d'elle, des arbres, des broussailles, mais aucune trace de l'avion à part le siège sur lequel elle était assise. J'ai réalisé que j'étais au sol et j'ai tout de suite compris ce qui s'était passé. J'étais vraiment sous le choc, donc incapable de me redresser. Mes yeux étaient gonflés, mes lunettes, j'étais myope depuis mes 14 ans et elles avaient complètement disparu. J'étais étendue sous mon siège, mais plus du tout attachée. Je pouvais voir un peu de forêt, un peu de ciel aussi. Je savais que j'avais survécu à un crash d'avion. Le traumatisme m'empêchait de bien réfléchir et je me souciais pas vraiment de mon état. Je me suis d'abord demandé où était ma mère.
C'est la première chose dont je me souviens. Je me suis probablement réveillée à plusieurs reprises avant celui-là, mais le traumatisme a dû me faire perdre connaissance. En faisant un grand effort, elle parvient à relever un petit peu ses genoux, mais elle se réévanouit presque aussitôt. Et les différences de pression entre l'intérieur et l'extérieur de l'avion avaient fait complètement exploser ses capillaires oculaires, ce qui faisait qu'elle voyait que d'un œil. Ses yeux, ils étaient d'ailleurs rouges de sang. Au niveau des autres blessures, Juliane a une grosse coupure au mollet gauche, mais elle saigne pas, ça peut arriver quand les gens sont en état de choc. Elle a aussi une clavicule droite cassée, et sans que l'os est soit brisé ou déboîté sans toutefois transpercer la peau. Malgré tout ça, Juliane elle ressent aucune douleur, elle a même pas mal au crâne, elle se sent juste un petit peu étourdie. D'ailleurs, la seule nourriture qu'elle a réussi à trouver, c'est un sachet de bonbons. Au départ, elle arrêtait pas de perdre connaissance quand même assez fréquemment, c'est qu'au bout d'une demi-journée qu'elle est parvenue enfin à se lever et à marcher. Évidemment, sa première pensée c'était retrouver sa mère et voir s'il y avait d'autres survivants. J'ai cherché pendant un jour entier avant de réaliser qu'il y avait personne autour. J'ai parcouru les environs, j'ai crié, mais en vain. Durant l'après-midi de ce même jour, j'ai trouvé un petit puits et je me suis rappelé ce que mon père m'avait dit un jour. Si tu te perds dans la jungle et que tu trouves un cours d'eau, il faut que tu le suives. Les parents de Juliane étaient tous les deux des biologistes et c'est leur connaissance plus la proximité que Juliane a avec la forêt parce qu'elle a plus ou moins grandi dans cet environnement-là qui lui a sauvé la vie. Sans ça, je suis pas sûre qu'elle aurait tenu en tout cas autant de temps dans la jungle. 4 jours après le crash, l'adolescente entend le bruit que fait un vautour royal lorsqu'il atterrit. Le vautour royal est d'ailleurs le plus gros vautour d'Amérique du Sud. Donc Juliane a su reconnaître le bruit qu'il faisait et deviner qu'il devait soit avoir un animal mort assez proche ou un corps humain. Et malheureusement, elle s'était pas trompée. Elle découvre une rangée de sièges incrustés dans le sol. Et dans ces sièges se trouvaient 3 personnes certainement tuées sur le coup. J'ai tâté leurs pieds avec un bâton, j'étais incapable de les toucher, je ne pouvais rien sentir mais ils n'avaient pas encore été dévorés. Peut-être avaient-ils commencé à pourrir, je peux juste dire qu'il y avait une femme parce que les doigts de ses pieds étaient vernis. Les 2 autres devaient être des hommes en jugé par leurs pantalons et leurs chaussures. Je me suis éloignée seulement quelques instants plus tard mais juste après les avoir découverts, j'étais comme paralysée. Depuis la disparition de l'avion, des recherches ont été menées par les autorités. Peu de temps après la découverte des cadavres, Juliane a commencé à entendre et voir des avions de détresse au loin sans pouvoir attirer leur attention. À partir de là, elle se fait à l'idée qu'elle est complètement seule et qu'il n'y a aucune chance qu'ils viennent la retrouver ou la chercher. Et d'ailleurs, au bout de 10 jours, les recherches des autorités sont abandonnées. Je ne savais pas qu'il n'y avait aucune habitation près de la rivière que je suivais et j'espérais toujours trouver de l'aide. Alors que je continuais à la suivre, j'ai trouvé très étrange de tomber sur autant d'animaux sauvages. Des singes, des mâtres, des daguiers, vous ne pouvez jamais les voir habituellement. De plus, le nombre d'arbres couchés dans l'eau indiquait que personne ne naviguait sur cette rivière. Ça m'a fait réfléchir, mais j'essaie de ne pas trop y penser, à cette possibilité qu'il n'y ait personne pour m'aider. Il faut savoir aussi qu'il y a une chose qui rend particulièrement nerveuse Juliane, c'est une petite tache qui se trouve sur son bras. Il s'agit d'une plaie ouverte et des insectes ont pondu des œufs à l'intérieur qui ont commencé à éclore sous sa peau et des petits vers grignotent l'intérieur de son bras. J'étais préoccupée et je me suis dit, je dois faire quelque chose, je dois faire sortir ces vers de mon bras. Mais ce n'était pas si simple. J'avais cette bague qui pouvait s'ouvrir et dont je me servais comme d'une pince, mais ça ne fonctionnait pas. La plaie était trop profonde. J'ai donc essayé avec un bâton, mais ça marchait pas non plus. Bon, forcément, au bout de 10 jours de survie et d'errance, Juliane est extrêmement faible. Elle n'arrive plus à marcher et du coup, pour se reposer un petit instant, elle s'assoit sur la berge. Elle se disait qu'il serait peut-être temps de trouver un endroit pour dormir parce que le soleil commençait à se coucher. Du coup, à ce moment-là, elle se redresse et là, elle aperçoit un bateau. J'ai d'abord pensé à une hallucination. J'ai commencé à perdre la tête. J'observais le bateau, j'avançais vers lui très lentement et je pouvais pas aller vite, j'étais beaucoup trop faible. Ensuite, je l'ai touché. C'était un vrai bateau à moteur, pas juste une barque avec des pagaies ou je ne sais quoi. J'ai alors vu un petit sentier qui menait à la forêt. Je l'ai suivi en essayant de ramper dans la montée. C'était très dur. Ça m'a pris un temps fou pour arriver en haut de cette colline. Elle trouve une petite hutte qui est sans mur mais avec un toit et avec un sol en écorce de palmier. Elle y découvre un moteur et un baril d'essence sous une bâche en plastique et décide de s'en servir pour soigner toute seule sa plaie au bras. Il était arrivé la même chose à notre chien. Je pense que c'était le même type d'insecte. Je pouvais enfin faire ce que nous avions fait pour notre chien, verser de l'essence sur la plaie. Ça a fait sortir les vers de sous ma peau. Pas tous, mais la majorité d'entre eux. Plus tard, les médecins ont pu extraire le reste. J'ai trouvé un petit tuyau pour siphonner l'essence afin d'en verser sur mes blessures. La douleur était insoutenable.
Bon, Juliane décide de dormir sur la bâche, mais comme le sol est trop dur, elle décide de redescendre près de l'eau et de s'allonger dans le sable. Et le lendemain, à cause de la pluie battante, elle remonte dans la hutte. La pluie s'est arrêtée, j'aurais dû partir, mais je n'avais plus aucune volonté. À l'époque, j'ai pensé, bon, je reste encore une nuit et je m'en vais demain. Au moment où je prenais la décision de rester une nuit de plus, après avoir réalisé que ça ne servait à rien de partir, j'ai soudain entendu des voix. Et au début, j'y croyais pas du tout. Miracle, 3 personnes surgissent de la forêt. Bon, ils se trouvent quand même devant une adolescente qui est dans un piteux état avec des yeux qui devaient être encore gorgés de sang. Et au début, ça les a un petit peu effrayés quand même. Mais comme Juliane parle espagnol, elle a pu tout leur raconter. Ils avaient entendu parler du crash à la radio, ils nourrissent Juliane et commencent à soigner ses blessures avant de la laisser dormir une nuit de plus dans la hutte. Le lendemain, ils redescendent la rivière en bateau et arrivent dans un village où Juliane est conduite à l'hôpital local pour soigner pour de bon ses blessures. J'avais des problèmes aux vertèbres et mon tibia était en partie fracturé. Alors c'était juste une petite fissure, rien de très grave. Ma rotule, elle aussi, elle était retournée, mais c'était pas le pire. En fait, je m'étais aperçue de rien avant d'être sur un lit d'hôpital, c'est-à-dire que lorsque les cloques et la fièvre sont apparues. Une pilote d'avion appartenant à un petit groupe de mercenaires qui est basé dans un village près de Pucallpa a amené l'adolescente dans son camp où ils sont occupés d'elle jusqu'à qu'elle soit remise sur pied. Après plusieurs jours d'attente, d'incertitude et d'inquiétude, le père de Juliane revoit enfin sa fille. Mais il a également compris que sa femme, elle, ne reviendra jamais. Grâce aux indications de Juliane, les autorités sont parvenues à retrouver les traces de l'avion. Mais il leur a fallu quand même plusieurs jours pour identifier tous les cadavres qu'ils ont retrouvés. Quand ils ont reconnu ma mère, j'ai réalisé que j'étais la seule survivante et qu'elle était morte. Je n'ai pu faire mon deuil que bien plus tard, car au début, j'étais constamment interviewée et interrogée par les forces de l'air et de la police. Mon père a très vite vendu les droits exclusifs de mon histoire au magazine allemand Stern. Ils sont venus tout de suite et j'ai dû leur donner des interviews. C'était assez dérangeant pour moi, je ne savais pas trop comment me faire à cette soudaine notoriété. J'étais devenue célèbre du jour au lendemain, tout le monde connaissait mon histoire, je recevais des lettres très touchantes du monde entier. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens m'écrivaient. Ce que je trouve dingue dans cette histoire, c'est aussi la force psychologique de Juliane, parce que malgré tout ce qui lui est arrivé, après cette histoire, elle a été suivie par personne. Elle a eu aucune aide psychologique parce qu'à l'époque, c'était quand même moins répandu qu'aujourd'hui. Elle a quand même fait de nombreux cauchemars plusieurs années après le drame. J'ai toujours beaucoup de peine pour la mort de ma mère et des autres passagers. Pourquoi ai-je été la seule à survivre ? C'est cette question qui me hante et je pense qu'elle me hantera toujours. Elle a raconté son histoire à travers le documentaire Elle de l'espoir, réalisé par Werner Herzog, sorti en 1999. Dans ce film, elle revient sur les lieux de l'accident. Elle a aussi publié son récit en mai 2012 dans l'ouvrage Tombée du ciel, l'histoire d'une vraie survie miraculeuse. Mais alors, qu'est devenue Juliane Kopeck après cette histoire ? Figurez-vous qu'elle s'en est super bien sortie, et au moment où je sors cette vidéo, c'est-à-dire début 2026, elle est âgée de 71 ans. Un an après les faits, elle entreprend des études de biologie à l'université et obtient son diplôme en 1980. Maintenant connue sous le nom de Juliane Diller, la femme retourne souvent au Pérou parce qu'elle a pris la direction de la station de recherche de Panguana, créée par son père, où elle y mène des recherches en mammalogie. En 2019 d'ailleurs, le gouvernement du Pérou lui a décerné l'Ordre du Mérite pour services distingués au grade de grands officiers au titre de ses travaux en Amazonie. Il n'est bien sûr pas si facile de comprendre que je puisse encore aimer la forêt tropicale après avoir lutté pour ma vie pendant 11 jours dans l'enfer vert de la jungle. Mais la vérité, c'est que, pour moi, il n'y a jamais eu d'enfer vert. C'est cette forêt qui m'a sauvé la vie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, vous abonner. Vous connaissez la chanson. S'il y a d'autres histoires de ce style ou des sujets que vous souhaitez que j'aborde dans mes vidéos, n'hésitez pas à me le partager également. Moi, je vous dis en tout cas à la prochaine pour de nouvelles histoires.